Il va falloir attendre 1576 à peu près pour avoir la première malle-poste. 1876, vous avez les premières malle-postes. Donc le panier à salade au départ, on l'appelle tellement il est un... Et bien c'est dans ces petites lunettes, ces petits relais justement que les messagers se reposaient, faisaient étape pour notamment changer de cheval. Donc là on est vraiment en train de parler d'un réseau de communication qui avait été mis en place sous l'Empire romain là, et qui était exploité pour les besoins de l'empereur. Donc il s'agissait de messages importants. Et donc les voies, les espaces sur place étaient entretenus par les personnes qui vivaient sur les routes expressément pour l'empereur. C'est la même chose. Au XVe siècle, c'est-à-dire quand le roi Louis XI va vouloir mettre en fait sur place également un territoire, un espace, un système de communication fiable et établi. Et donc il va s'inspirer de ce système romain pour reproduire un petit peu la même chose sur le territoire français. Donc il est en guerre contre son cousin Charles le Téméraire, et là encore il a besoin d'un moyen de renseignement. On ne peut pas vraiment parler de correspondance. Ce sont des ordres qui sont donnés par le roi à ses commensaux de part et d'autre, et il va employer du coup ce qu'on va appeler les chevaucheurs du roi. Donc ces personnes vont être postées à des points stratégiques pour observer les mouvements des ennemis et ensuite ils vont rapporter au roi les informations dont il a besoin. Et inversement, le roi leur donne des ordres à diffuser de part et d'autre. Il va y avoir également le transport de voyageurs. Et donc ces relais de poste vont accueillir également des voyageurs, notamment pendant la saison estivale. Des lettres et des petits paquets inférieurs à 25 kg. C'est très important. En voyageant en malle-poste, les poste va pouvoir proposer à des voyageurs fortunés de voyager en poste. Avec deux avantages. Le premier, l'avantage de la vitesse, puisque la poste est la seule à avoir le droit de voyager de nuit. Et donc au départ, il va y avoir des postiers qui vont se placer dans les trains. Avant d'avoir jusque dans les années 80-90 le TGV postal, donc un TGV entièrement dédié au transport de lettres. Donc, le pigeon voyageur a ses petits GPS dans sa tête, il revient à son point de départ. C'est ça. Donc, les pigeons étaient récupérés dans différents pigeonniers parisiens, comme celui du Jardin des Plantes, un des plus célèbres. Et du coup, sortis de Paris, on ramasse les lettres de part et d'autre, redirigées à Tours, triées. Et là, les messages, les unes de journaux, tout ce qu'on pouvait retrouver, était dit micro-photographié, selon le procédé développé par Nadar. Donc, ne demandez pas le moyen technique, mais en tout cas, sur un petit film, le message était transposé de cette taille-ci sur un film très très fin. Donc on pouvait rouler une centaine de petits films qu'on glissait dans une bague, qu'on attachait soit à la patte ou à la plume maîtresse du pigeon. Voilà. Et à ce moment-là, les pigeons retournaient dans Paris où les petites bagues donc, étaient récupérées par les postiers qui devaient retranscrire la totalité du message. Du moment où la Poste va diversifier son activité, il va falloir des lieux adaptés à l'accueil du public. Il ne s'agit plus juste d'un bureau de poste où on pose une lettre, il va y avoir tout un ensemble d'activités que je vais énumérer maintenant, qui vont être les 4 autres branches. Donc vous allez avoir la lettre, bien évidemment, vous allez avoir le téléphone, le télégramme et les activités bancaires. Donc les bureaux de poste, eux aussi, vont se développer en parallèle de ces différentes activités. L'année 1830 pour pouvoir arriver des facteurs à la campagne. Il y a quand même un grand écart. Alors, regardez l'allure du facteur de ville. Voici le facteur de campagne.
monde peut proposer un thème. Un particulier, une association, une ville, tout le monde. Voilà. Donc les demandes sont reçues à la commission philatélique. C'est une commission qui est composée de membres de Philaposte, du musée de la Poste et de l'État. Donc ensemble, ils vont choisir ce qui va apparaître au programme dit officiel. Donc chaque année, ils vont choisir à peu près une centaine de thèmes. Entre 60 et 100 thèmes, quand même, c'est pas mal.